en dehors de grands moments d'événements. Ce qui fait politique au quotidien, c'est pour moi notamment ces paroles que d'ordinaire on entend peu. Et Rancière a très bien écrit là-dessus, c'est cette question de la parole et du bruit. Il y a des discours qu'on entend toujours comme légitimes et d'autres qu'on entend que comme du bruit, c'est en fait qu'on n'entend pas. Et ce qui fait politique, c'est quand on commence à entendre ces paroles de gens parfois plus ordinaires, qu'on commence à les entendre vraiment comme de la parole. Rendez-vous avec, c'est le rendez-vous avec toute l'actualité politique, éco, sociale, culturelle et citoyenne. Une émission de Gilles Charles, présentée par Gilles Charles, animée par Gilles Charles. Tout Gilles Charles, en long et en large sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Bienvenue dans ce 7e rendez-vous avec. Cette semaine, on va s'intéresser à la politique puisque nous aurons 4 invités cette semaine. Et pour commencer cette semaine, on est mardi. On reçoit Vincent Bonny qui nous vient de la ville de Rive-de-Gier, la 6e ville de la Loire. On va parler bien entendu de politique donc et des municipales à Rive-de-Gier. Vincent Bonny, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors la première question, en ces temps de maladie et de virus, comment allez-vous ? Je vais bien, merci beaucoup. Comment ça s'est passé ces 2 mois de confinement ? Comme pour beaucoup de communes, beaucoup d'esprit de responsabilité j'ai trouvé chez nos concitoyens, puisque le confinement a été globalement bien observé. Toujours quelques exceptions, mais globalement, les ripagériens ont eu la sagesse de faire très attention. Et puis beaucoup de gestes de solidarité, et ça c'était chouette à voir, et je pense que notre ville est belle de ces gestes-là. Donc voilà, après on aurait pu avoir une gestion municipale un peu meilleure, un peu plus active. Je pense qu'on va avoir le temps d'y revenir. Mais heureux en tout cas de retrouver aujourd'hui la possibilité d'aller boire un café en terrasse, de retrouver dans les prochains jours les restaurants qui rouvrent, et puis l'ensemble de la vie commerçante. Je crois que c'est important de retrouver maintenant une vie collective plus ouverte. Alors justement, comment ça se passe dans la tête ? On arrive en tête au sort du premier tour et puis on apprend que la campagne s'est terminée et on ne sait pas s'il y aura un deuxième tour un jour. Comment on vit ça ? C'est vrai que c'est particulier. Après, ma petite histoire personnelle ne concerne pas forcément... voilà, c'est pas la préoccupation évidemment des ripagériens. C'est vrai qu'on était en pleine course, en plein marathon. On voyait le sprint final, juste une semaine encore devant nous. Et puis, en même temps, on sentait bien que la préoccupation sanitaire arrivait et que déjà ce premier tour était vraiment assez étrange de tenir ce tour dans ces conditions-là. Voilà, il faut prendre en compte la préoccupation première de la santé et de la protection de la santé des habitants et des habitantes. Donc, on l'accepte complètement, même si on a été stoppé dans sa course, et puis pas savoir quand est-ce que cela reprendra. Mais en tout cas, agir par rapport à cette crise, et puis c'est ce qu'on a essayé de faire en nous engageant les uns et les autres dans des actions de solidarité, de bénévolat, et puis en essayant de faire remonter aussi tout ce qu'on analysait, tout ce qu'on voyait sur le terrain pour que des mesures plus efficaces soient prises pour aider et protéger les ripagériens. Dommage qu'effectivement, il n'y ait pas eu assez d'unanimité et d'écoute de la part de l'équipe municipale encore en place pour mieux aider, mieux protéger les ripagériens. Mais bon, voilà, c'était assez étrange. Et puis maintenant, il faut aider tous les ripagériens à sortir de cette période-là et puis de retrouver, avec la protection encore des gestes barrières, mais retrouver la vie collective, la vie sociale. Comment on réfléchit, comment on change finalement d'idée ? Parce que pendant ces 2 mois, j'imagine que le programme qui était établi pendant 2 mois, il a dû un petit peu évoluer avec les choses qu'on a vues passer. Alors c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux et puis avec tous les moyens de communication aujourd'hui, notre équipe elle est restée très soudée, très solidaire et très en échange par rapport à ce que les uns et les autres vivaient avec leur entourage familiaux, avec leur entourage professionnel, de vie de famille, de quartier. Et donc ça nous a permis de continuer à alimenter notre réflexion et donc effectivement d'affiner un peu notre projet. D'abord, on a fait le constat que l'essentiel de nos propositions était aussi validé malheureusement par la crise. Le besoin de la transition écologique, le besoin de la solidarité, le besoin du soutien à la vie économique locale, tout ça est validé finalement par la crise. Mais on a aussi besoin de nouvelles propositions et d'avoir continué à échanger, à travailler, nous met aujourd'hui en position de mieux répondre encore aux besoins des habitants.
Alors, on va revenir sur le projet et puis tout ce que vous nous allez nous proposer pour la ville de Rive-de-Gier. Je voulais juste qu'on revienne un petit peu avant sur votre parcours, parce que Vincent Bonny, qui est-il en fait? On vous croise, on vous voit, mais qui est le personnage? Quel est votre parcours? Ah, bah moi, je suis quelqu'un qui a aujourd'hui 49 ans, donc qui arrive maintenant. Dans la maturité. Je dis souvent que j'ai débuté la deuxième mi-temps de ma vie, quoi. Voilà, je suis un adepte de football, vous l'aurez compris. J'ai vu sur les réseaux. Ouais, j'aime bien le foot, je partage ça avec mon papa et puis avec mes garçons. Vous jouez à Rive-de-Gier, non? Avec les plus de 40 ans, donc c'est beaucoup de convivialité et de plaisir avant d'être une compétition. Le ballon va moins vite. Le ballon va toujours aussi vite, mais c'est nous qui allons moins c'est vite les derrière. joueurs qui vont moins vite. Voilà, donc 49 ans, je suis né à Rive-de-Gier, donc en janvier 71, j'y ai grandi, j'ai fait mes études, et puis j'ai eu l'occasion d'avoir un parcours militant, engagé au service des autres depuis le lycée, depuis l'université, où j'ai été vice-président étudiant de l'université Jean Monnet en prenant des responsabilités pour défendre les droits des étudiants et puis pour agir pour le développement de notre belle université stéphanoise. On en dira peut-être un mot sur l'actualité. Oui, il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour parler de la fusion et les Stéphanois, a priori, sont en grande majorité contre. Oui, nous devons rester attachés à notre belle université Jean Monnet de Saint-Étienne. Et puis donc des responsabilités et l'envie de s'engager pour les autres, donc il m'a permis d'avoir un parcours professionnel derrière, puisque j'ai été collaborateur d'élus, notamment de la ministre de la Jeunesse et des Sports. Marie-Georges Buffet. Marie-Georges Buffet, la grande ministre des Sports, Marie-Georges Buffet. Qui est encore aujourd'hui reconnue pour son et qui travail. continue son travail, elle est députée, et elle continue son travail de soutien au monde sportif professionnel, mais monde sportif amateur. C'est le même monde, ça devrait être le même monde. Et en tout cas, dans nos communes, dans la commune de Rive-de-Gier, voilà, le sport doit avoir une place importante. Donc, ce travail, ce parcours professionnel, et puis la rencontre avec mon épouse, la construction d'une famille, rien de très original, mais ce qui fait une vie d'homme, quoi. Et aujourd'hui, votre situation professionnelle, c'est quoi? Alors, je suis conseiller en communication. J'ai créé ma propre activité au moment de lancer la campagne. Donc, les choses vont plus doucement du côté de l'activité professionnelle. Et en tout cas, j'ai cette autonomie aujourd'hui de vie, cette autonomie professionnelle. Et puis, oui, parce que j'ai été dirigeant d'une PME ces dernières années dans le domaine de l'impression. J'ai pu diriger une imprimerie de 25 salariés. Donc, je sais ce que c'est que la vie économique, la vie d'entreprise et l'ensemble de la chaîne graphique et l'ensemble des besoins de communication. Des grandes structures privées ou petites structures locales. Et donc, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Si jamais vous êtes élu le 28 juin, c'est un poste à plein temps, maire. Vous allez être à 100% maire? Oui, complètement. Donc, c'est pour ça que j'ai souhaité démissionner du poste professionnel que j'occupais précédemment, en me disant, je me crée ma propre activité pour être autonome, pour pouvoir être indépendant. Si jamais je n'ai pas d'occupation à temps plein du point de vue de la responsabilité publique, je continue sur cette lancée-là. Et si effectivement les électeurs nous font confiance, il faudra se donner à 100% pour sa commune. Et donc pas de souci de ce côté-là. Moi, je suis opérationnel pour assumer les responsabilités les plus importantes. Alors avant de revenir sur le projet, avant de revenir sur les résultats du premier tour, moi je voulais savoir un peu comment ça s'était passé l'investiture, parce que vous avez été soutenu en grande majorité par toutes les étiquettes ou les partis politiques de gauche, on peut dire. Mm-hmm. Comment ça s'est passé pour avoir l'investiture? Parce que vous aviez déjà été candidat en 2014, on s'était rencontrés à l'occasion. Oui, c'était en 2014, il y a déjà maintenant 6 ans. Et nous avions, on avait moins de cheveux blancs. On avait tous 6 ans de moins. Et donc, depuis 6 ans, j'ai travaillé au sein du conseil municipal, à continuer à porter une parole différente, à faire des propositions. Et je crois que ce travail-là, il a été reconnu, puisqu'on a été présent au conseil municipal, on a été présent dans la vie locale, dans la vie associative, auprès de l'Union des commerçants, auprès des structures culturelles, sportives, auprès des représentants des cultes, auprès des habitants dans les quartiers. Et donc, on a pu continuer à faire notre travail. Et donc, c'est assez naturellement que beaucoup de gens m'ont posé la question à l'approche des élections de 2020. Vincent, est-ce que tu y vas? Est-ce que tu es candidat? On a besoin que tu y ailles. Moi, j'avais cette occupation professionnelle, cette responsabilité professionnelle, quand même 25 salariés sous ma responsabilité. C'était difficile de faire ce choix-là. Et puis, devant ce souhait, puis ça me titillait, j'aime ma ville, c'est la ville dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle grandissent mes enfants. Donc voilà, voyant les difficultés dans lesquelles était le conseil municipal et la ville de Rive-de-Gier,
Oui, on a réfléchi et on a pu lancer un appel collectif au mois de juillet de l'année dernière, au mois de juillet 2019, un appel à construire une nouvelle municipalité. Et rapidement, beaucoup de ripagériens nous ont soutenus, et puis l'ensemble des forces politiques de gauche et Europe Écologie Les Verts nous ont soutenus. Donc on a été habilités par toutes ces structures politiques-là. Mais on est parti d'un appel citoyen. On est parti de... Il y avait d'autres candidats? À ce moment-là, il n'y avait encore personne de déclaré comme candidat. Je parle à gauche, hein. Ni à gauche, ni à droite, ni au centre, ni au milieu, ni ailleurs. Ni sur les bords. Ni sur les bords. Et voilà, on a pu effectivement faire passer ce message d'espoir en disant Rive de Gier appartient aux ripagériens d'abord. Voilà. Et donc cette ville, elle appartient aux ripagériens et on invite les ripagériens à construire la nouvelle municipalité pour répondre à tous les enjeux de développement économique, de transition écologique, de sécurité, de développement culturel, sportif, voilà. Et donc, on a pu travailler pendant tout l'automne de l'année dernière sur des propositions, sur un projet, et puis au fur et à mesure, constituer une très belle équipe. On n'a pas été les premiers à annoncer notre liste, parce qu'on a pris le temps justement de construire une liste la plus diverse, la plus rassembleuse possible de Rive de Gier, telle qu'est notre commune aujourd'hui. Et puis, voilà, on a eu ce bon résultat lors du premier tour le 15 mars. Et quand on établit sa liste, est-ce que c'est compliqué, cette fameuse parité, un homme, une femme, un homme, une femme? Ah non, du tout. Est-ce qu'on doit écarter des hommes? Parce que souvent, il manque de femmes. Il y avait trop de femmes, là? On avait beaucoup plus de gens qui souhaitaient pouvoir être candidats que les 33 places qu'il y a sur la liste. Donc, c'était un peu difficile d'expliquer à certains qui avaient beaucoup travaillé depuis le début, qui étaient bien volontiers candidats. Voilà, que c'était compliqué de donner un satisfecit à tout le monde. Mais finalement, tout le monde l'a bien compris. On n'a pas eu de difficulté parce que ce qui habite un peu l'ensemble de l'équipe, c'est un esprit d'intérêt général, de dépassement de soi. Eux sont là pour prendre des places. D'ailleurs, beaucoup à qui j'ai proposé de prendre des responsabilités. On dit, tu crois? Est-ce que je vais être capable? Je vois bien qu'ils sont complètement capables, qu'ils sont en responsabilité dans leur association, dans leur syndicat, dans leur entreprise. Et donc, ils vont être capables demain au conseil municipal, pour ceux qui sont un peu nouveaux dans l'action municipale, de prendre des responsabilités complètement. Ils vont être complètement à l'aise, j'en suis sûr et certain. Et puis, il y a aussi avec moi quand même 3 autres conseillers municipaux. Jean Point, qui a été tête de liste en 2008, qui est celui qui connaît les mieux les finances de la ville, puisqu'il est élu depuis 2001 et il maîtrise parfaitement le budget. Jean-Louis Valente, qui était tête de liste en 2014, qui est élu aussi depuis un moment au conseil municipal, qui connaît bien aussi la ville. Et puis, ma complice, Caroline Benoumelaz, avec qui je conduis cette liste. On essaie de former un duo en tête de liste, un homme, une femme, justement, cette belle parité. Et Caroline, voilà, c'est comme ma sœur, entre guillemets, et on prend toujours les décisions ensemble, on réfléchit ensemble, et ça nous aide beaucoup. Pour revenir à 2014, le maire actuel, Jean-Claude Charvin, a été élu au premier tour. Oui. Comment vous le vivez là, quand vous vous préparez 6 ans après? Vous vous dites... cette fois-ci, c'est le bon moment parce qu'il a fait trop de mandats, ou alors on se dit ça va être compliqué? C'est les ripagériens qui décident de tout ça. Ça, c'est le vote, bien évidemment. Mais Nous, on fait notre travail et puis c'est les ripagériens qui décident de tout ça. Mais la grande différence avec 2014, c'est qu'il y a eu 6 ans depuis. Ouais, et qu'en 6 ans, il ne s'est rien passé dans la ville. Il y a eu beaucoup de divisions, il me semble, à la mairie Et il y a eu bisbille sur bisbille au sein de l'équipe municipale. D'abord, des démissions qui ont émaillé le début du mandat. Il y a eu 7 démissions de la part des élus en place dans l'équipe du maire actuel. Et puis ensuite, une rébellion, une division, des désaccords importants, et même des réunions du conseil municipal qui n'ont pas pu se tenir. En juillet de l'année dernière, au dernier moment, on nous a dit « Ah on est désolé, on ne peut pas tenir la réunion du conseil municipal puisque certains ne sont pas venus, il n'y a pas le quorum. » Alors que nous étions présents, nous avions travaillé notre ordre du jour, les projets lesquels nous voulions nous exprimer. Et des réunions, le bureau d'adjoint ne s'est plus réuni, par exemple. Voilà. Donc, la ville a été empêchée. La ville n'a pas pu avancer. Et donc, je crois que ce qu'il faut maintenant, c'est, renouveler le conseil municipal. La ville a besoin de renouveau et la ville a besoin de rassemblement. Est-ce que la ville, elle a besoin de tourner la page aussi? Parce que ça fait quand même un bail, si j'ose dire, que M. Charvin est maire. Est-ce que la ville, elle a besoin de se renouveler, de tourner justement une page et de s'orienter sur d'autres projets? La ville pourrait se renouveler si Jean-Claude Charvin se renouvelait lui-même, mais il reste lui-même. Il reste lui-même et on voit bien toutes ces bisbilles, toutes ces divisions qui continuent, qui perdurent, cette absence de réponse aux besoins des habitants. Et donc, effectivement, il y a besoin d'un renouveau. Il y a besoin d'un renouveau à Rive de Gier. Et nous portons des idées nouvelles. L'idée de la transition écologique,
c'est pas simplement parce que nous sommes sur la même planète que tous les êtres humains, c'est aussi parce qu'à Rive de Gier, nous souffrons du réchauffement climatique. Nous arrivons dans la période des chaleurs importantes. On ne peut pas travailler dans les salles de classe, dans les écoles, par exemple. Dès qu'il fait 35 degrés, ça devient invivable. C'est mal isolé, c'est mal conçu. Toutes les cours sont complètement bitumées. Le centre-ville est dégradé. Donc, on a des îlots de chaleur importants. Il n'y a pas de point d'eau, il n'y a pas de jet d'eau dans les parcs et les jardins, les quelques-uns que nous avons, qu'on puisse se rafraîchir, que les enfants puissent sortir, que les personnes âgées trouvent quelques endroits de fraîcheur pour échapper effectivement à l'enfer caniculaire de Rive de Gier. Et puis, sur l'ensemble de cette démarche de transition écologique, il n'y a eu aucune décision. Toutes nos propositions, par exemple, pour qu'il y ait une alimentation de meilleure qualité dans les cantines scolaires, issues d'une agriculture biologique, avec notamment le travail en direction des producteurs locaux, tout ça n'a pas été fait. Rien n'a été engagé de ce point de vue, et c'est dommage que Rive de Gier n'engage pas la transition écologique. Donc il faut le faire, c'est source de création d'emplois locaux, d'emplois qu'on ne délocalise pas. Et donc, oui, il serait temps que Rive de Gier s'engage dans cette voie. Alors là, on est dans les projets. Concrètement, on parle beaucoup d'écologie. C'est quoi? On dit souvent l'écologie, c'est pas planter 2 arbres sur la place. Mais concrètement, c'est quoi au niveau de Rive de Gier? Vous êtes élu maire, vous faites de l'écologie, vous faites quoi? C'est ce que je dis à l'instant. Vous avez le temps de mieux le développer. Bien sûr. Donc, c'est obtenir qu'il y ait dans les assiettes de nos enfants dans les écoles, et puis plus largement, une alimentation issue d'une agriculture de qualité, Est-ce d'une que ça pas agriculture locale. un coût plus cher aussi, ça aussi? Non, justement, on peut y travailler Ouais. et donc veiller à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation des prix. Parce qu'on va travailler différemment la qualité des repas. Parce qu'on va travailler sur du non-gaspillage. Parce qu'on va travailler sur des produits qui sont plus nutritifs. On va travailler donc à de l'économie de ce point de vue. Et puis, on peut travailler aussi à ce qui est un potager municipal. On peut travailler à créer une filière locale d'agriculture qui soit locale, qui soit si possible biologique, qui soit si possible de grande proximité. Et on va pouvoir, à travers la commande publique, faire un appel d'air, permettre à des gens de s'installer, permettre à des gens de développer leur activité agricole. Et donc, on va créer aussi de l'emploi local de cette manière. Mais la transition écologique, c'est au-delà de ça, tous les gestes nouveaux que nous avons besoin d'apprendre. Vraiment faire en sorte qu'on puisse trier tous ces déchets. Veiller à ce qu'on puisse réutiliser. J'aimerais juste faire une parenthèse sur le triage des déchets. J'avoue qu'il faut quand même être assez intelligent pour trier ces déchets aujourd'hui. Entre la bonne boîte, le bon... C'est compliqué Des moments, j'ai aujourd'hui. quelque chose dans la main, je ne sais pas dans quelle boîte il faut le mettre. Pourtant, j'ai quand même été à l'école, donc c'est quand même assez compliqué le triage du déchet. Hein. Oui, le tri des déchets, il doit être fait de manière beaucoup plus simple, de manière beaucoup plus naturelle, mieux expliqué, mieux organisé. Mais nous en sommes dépendants, nous, les consommateurs finaux. Vous êtes comme moi, dans la cuisine, comment on traite tel ou tel contenant, boîte de conserve, sachet plastique, etc. Mais ça dépend de comment on gère les filières de traitement de déchets derrière. Et donc, c'est un travail à faire aussi avec Saint-Étienne Métropole, qui a la compétence des ordures ménagères, de manière à ce qu'on remonte toute la mécanique qui est derrière, pour qu'on arrive dans la cuisine de chacun avec des solutions très simples, ce qui va dans les déchets jaunes, ce qui va dans la poubelle ordinaire, et puis avec c'est ce qu'on propose à Rive de Gier, avec tous les citoyens qui seront volontaires, qu'on puisse aller sur la création de compost, avec tous les déchets naturels, de manière aussi à pouvoir réutiliser cela pour améliorer les parcs, les jardins, pour celles et ceux qui souhaitent développer leur parcelle de jardin. On veut développer les jardins familiaux, par exemple. Ouvriers qu'on appelait avant. Les jardins ouvriers, les jardins familiaux, les jardins populaires. Bien qu'on puisse réutiliser tout cela. Donc, c'est penser que la planète a des ressources qui ne sont pas indéfinies. Et donc, il faut absolument faire attention à ça. Et c'est changer un peu de mentalité par rapport à ça. Et on veut mettre en place un espace qui soit un lieu d'apprentissage de tous ces gestes citoyens. On l'a appelé la fabrique de l'écologie, avec l'idée que ce soit un tiers-lieu, un endroit où ce soit une coopérative d'échange de savoir, de pratique, de formation, un lieu d'entraide, et aussi un lieu où on puisse troquer des choses, où on puisse les réparer, une ressourcerie. Et donc, on va le faire en lien avec la MJC qui a déjà développé aussi de son côté des propositions dans ce sens-là. On a, vous savez, à Rive de Gier, 6,5 hectares en centre-ville, l'ancienne verrie qui est à défricher et à pouvoir réhabiliter. Il n'y avait pas un projet dessus déjà, non? Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il faut encore conquérir l'ensemble
de la propriété de ces parcelles, puisque tout n'est pas encore réglé de ce point de vue. Il faut dépolluer et puis ensuite, il faut y développer des projets. Donc, nous souhaitons, nous, sur cette parcelle, pouvoir avoir cette fabrique de l'écologie dans un parc. Mais comme il y a 6,5 hectares, on a aussi de la place pour de l'activité économique, pour de l'habitat, pour des services, notamment éducatifs, avec la construction d'une école. Donc, voilà, on aura beaucoup de propositions à pouvoir mettre en œuvre sur ce secteur-là. Et la transition écologique, on va en faire quelque chose de positif pour les habitants, pour les ripagériens. On veut absolument qu'il y ait un verdissement de la ville, faire attention à l'ensemble de la commune, pas simplement à 2-3 endroits, mais de partout. Faire en sorte que la ville soit beaucoup plus agréable, beaucoup plus douce à vivre, et qu'on trouve du plaisir à être dans le centre-ville de Rive-de-Gier, notamment, de manière à aussi soutenir l'activité commerçante, à mettre de l'attractivité dans le centre-ville. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut penser à tous les niveaux. Je vais peut-être être un petit peu technique, mais nous sommes dans la révision du plan local d'urbanisme. Et c'est d'un constat que je fais, c'est l'un des constats que je fais. Il n'y a pas de proposition qui va dans ce sens, dans cette révision du plan local d'urbanisme. Donc nous allons faire des propositions en arrivant. On va pouvoir tout de suite modifier un certain nombre de dispositions pour être plus efficace. Vous avez parlé de ville douce, de remettre du vert dans la ville. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir moins de voitures, moins de places pour se garer? Est-ce que ça sera des rues piétonnes aussi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui réclament ça, mais par contre, ils ne descendent pas de leur voiture, ils s'arrêtent dans le magasin avec. Donc c'est un peu aussi le contraste du français. Oui, bien sûr, il y a toujours un peu des contradictions quand on veut mieux aménager sa commune. Soyons sérieux, à Rive-de-Gier, le centre-ville est très encaissé, très resserré. Donc il est difficile d'imaginer des choses qui empêchent la circulation. Au contraire, on a besoin de faciliter le bien-être, le bien-vivre. Donc il faut créer des espaces de parking qui soient agréables et permettre un cheminement piétonnier, mais sur les derniers mètres, les dernières dizaines de mètres, centaines de mètres, pas plus. Et espace piétonnier, c'est quand même pas toujours bien réussi, cette histoire. Donc nous voulons simplement nous piétoniser autour de l'église Notre-Dame pour valoriser notre beau patrimoine architectural qui n'est pas assez connu, qui n'est pas assez mis en avant. Mais il ne s'agit pas de faire la guerre à la voiture, il s'agit simplement de faciliter, voilà, de faciliter les déplacements, de penser aux voies douces, de penser aux personnes qui sont en situation de handicap, aux personnes qui ont les mamans, les papas qui ont les poussettes avec les enfants, les personnes âgées qui ont quelques difficultés à se déplacer. Il faut aménager tout cela pour qu'il y ait des circulations qui soient plus fluides, qui soient plus simples, qui soient plus agréables, et puis permettre d'avoir du parking nécessaire, parce que vous avez aussi une attractivité, le centre-ville de Rive-de-Gier, malgré ses difficultés. Et donc, vous avez les gens des coteaux qui ont besoin quelquefois de se déplacer et de venir pouvoir se garer en toute tranquillité pour venir consommer dans nos commerces locaux, pour venir au cinéma, pour venir au théâtre, pour venir au restaurant et participer à la vie économique de Rive-de-Gier. Justement, avec cette crise qu'on a traversée et toutes ces nouvelles normes, est-ce qu'on n'a pas envie d'élargir un peu les trottoirs pour que les commerces puissent un peu sortir de leurs magasins et un peu, c'est du déballage un peu, mais est-ce qu'on n'a pas envie justement d'élargir ces trottoirs et de donner de la vie sur ces trottoirs? On a envie c'est exactement notre état d'esprit. Nous souhaitons mettre beaucoup plus de vie dans la commune, prendre des initiatives, des animations, faire en sorte que les gens aient plaisir à se rencontrer. Nos commerces jouent un rôle d'intérêt général. Bien sûr, ils ont leur propre perspective économique qu'il faut soutenir. C'est très difficile pour eux. Nous avons des propositions de ce point de vue. Mais considérons effectivement que les commerces jouent un rôle d'intérêt général pour la ville, pour le centre-ville. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut les soutenir. Et c'est parce qu'ils seront justement aussi partie prenante de ce renouveau de Rive-de-Gier qu'il y aura la possibilité d'avoir beaucoup plus d'animation dans la commune, que les gens retrouveront le plaisir de retrouver un centre-ville très animé dans Rive-de-Gier. J'ai une dernière question écologique et j'ai vu ça sur Internet. Dans les espaces publics, les espaces verts, il y a des villes qui ont supprimé les fleurs et qui ont mis des légumes où les gens peuvent aller se servir. Est-ce que c'est quelque chose, puisqu'on est en train de se réinventer, je dis souvent ce mot, mais c'est vrai, est-ce qu'on c'est quelque chose qu'on pourrait voir à Rive-de-Gier, des endroits réservés où on peut entrer des légumes et les gens un peu défavorisés ou des gens bienveillants, je ne sais pas, viendraient se servir, viendraient passer du temps. C'est déjà le cas chez mes amis. Mais dans les espaces publics, je ne parle pas des jardins privés. Moi. D'accord. Oui, parce que j'ai des amis qui ont lancé une association justement qui sur un petit jardin d'un ami qui arrivait maintenant à un âge où il n'est plus en état Maurice, de cultiver son jardin. Eh bien, des amis ont dit, écoute Maurice, on va prendre le relais, on va pas laisser ton jardin tomber, et puis on va pouvoir justement produire des légumes
de manière solidaire et puis le mettre à disposition de ceux qui en ont besoin. Et donc, on va étendre cette possibilité. Effectivement, ça se Je fait un crois peu que c'est du partout côté du maintenant. Canada, on voit dans les espaces mais- publics, au lieu de mettre des fleurs, on met des On légumes. peut mettre des légumes, on peut tout à fait permettre aux gens de venir se servir, puis aussi d'apprendre à cultiver, parce qu'on n'a pas tous la main verte, on n'a pas tous eu cet apprentissage-là. Et donc, on a besoin de développer tout ce qui permet une vie de meilleure qualité dans la proximité. Voilà, alors certains vont nous taxer de doux rêveurs, de C'est pas dire grave, quand on voit les c'est pas grave. incivilités, etc. Oui, mais c'est aussi en faisant cela qu'on va changer le Il faut comportement. changer les choses. On veut les changer, les choses, donc changeons. Il faut y aller, Il faut franchement. vraiment les changer. Il faut quoi. y aller. Parce qu'on veut Voilà. toujours les changer, mais on revient toujours au modèle des C'est années ça. 70. Ouais. Non, il faut changer les choses. Pour changer de sujet, on va passer à l'économie. Quand on devient maire avec une nouvelle équipe, comment on fait aussi pour attirer des jeunes créateurs, des entreprises, des commerces peut-être plus importants ou des petits commerces? Comment on fait justement? On va embaucher quelqu'un qui va s'occuper que de ça, on va faire des démarches. Comment ça se passe là aussi au niveau de la technique pour aller chercher de l'entreprise? Alors déjà, il faut soutenir celles qui sont présentes dans la commune Bien et qui évidemment. sont aujourd'hui en difficulté. Donc la sortie de la crise sanitaire, on va vraiment être très attentif à la réalité de la survie économique de tous nos commerces, de tous nos artisans, des auto-entrepreneurs. Et on va les soutenir. Donc on propose de construire des exonérations de taxes foncières pour celles et ceux qui ont été victimes d'une perte brute de chiffre d'affaires et qui fait qu'ils sont en grande difficulté, même s'il y a eu des fonds de soutien mis en place. Mais quand même, sur Saint-Étienne Métropole, je regrette qu'il n'y ait pas eu d'aide directe aux entreprises. Ça a été fait à Rouen, ça a été fait à Montbrison. Je ne comprends pas qu'on ne le fasse pas à Rive-de-Gier. Donc on verra aussi si avec Saint-Étienne Métropole, on peut faire entendre raison à M. Perdriau ou à son successeur pour avancer dans ce domaine-là. Et puis, effectivement, l'attractivité de Rive-de-Gier doit permettre de redévelopper encore avec l'arrivée de nouvelles entreprises ou la création de nouvelles entreprises de la part de RIP Algérien. Donc, créer, pour nous, c'est l'idée de créer un écosystème territorial. Alors, c'est un grand mot, c'est un concept. Et c'est simplement bien connaître nos chefs d'entreprise. C'est bien connaître les ressources du territoire, les consulter quand on a des décisions à prendre. Par exemple, quand on construit un appel d'offres, la bonne manière de faire, c'est d'abord d'auditer les gens à qui va s'adresser l'appel d'offres. Vous allez passer un appel d'offres pour les fournitures scolaires, par exemple. Vous avez 2 libraires dans la commune. Il faut d'abord les auditer. Quelles sont pour vous les possibilités? Quelles sont pour vous les difficultés? Quelles sont un petit peu les conditions du marché, de manière à réfléchir à ce que votre cahier des charges permette de correspondre à leur situation. Et ensuite, évidemment, vous faites jouer la concurrence. Il ne s'agit pas de ne pas jouer sur la question des prix. Mais il y a d'autres critères. Il y a des lois, mais la loi, elle permet de consulter en amont de l'écriture du cahier des charges, et c'est ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Donc, avant d'écrire le cahier des charges, avant de rendre public son marché, son appel d'offres, il faut consulter, il faut écouter les chefs d'entreprise, les commerçants, de manière à pouvoir s'adresser à eux et à ce qu'ils puissent, eux, entrer dans le champ de la concurrence. Parce que vous pouvez entrer en concurrence. Allez, je vais dire n'importe quoi. Vous construisez un bâtiment. Il y a du carrelage. Vous avez des carreleurs dans votre ville. Mais si vous n'avez pas pris en compte, eux, leurs problématiques, vous pouvez vous retrouver en concurrence avec des gens qui viennent de je ne sais où, à l'autre bout de la France, à l'autre bout de l'Europe, qui vont faire des prix qui sont imbattables, qui vont faire le boulot vite fait, mal fait. Derrière, 6 mois plus tard, ça marche plus, c'est cassé, c'est fendillé, etc. Et vers qui vous vous retournez, ils sont plus là, ils sont partis. Voilà. Donc moi, je préfère qu'on construise bien les choses, qu'on fasse travailler les entrepreneurs du cru de manière à ce qu'on ait justement cet écosystème territorial, c'est-à-dire que l'argent des RIP algériens, il serve à l'emploi des RIP algériens. Et des gens réactifs. Et des gens réactifs, des gens qui sont au service, qui écoutent. Voilà. Et donc, vous créez ça, vous donnez confiance. Et donc, vous avez d'autres entrepreneurs qui peuvent venir se dire, oui, à Rive-de-Gier, c'est sérieux, à Rive-de-Gier, ça marche. Et donc, on peut investir, parce que je sais ce que c'est que la vie d'entreprise. Faire le choix d'investir, c'est prendre un risque. C'est prendre un risque personnel. Donc, il faut étudier quand même les possibilités de développement et de réussite professionnelle. On a besoin d'encourager la prise de risque, on a besoin d'encourager la réussite professionnelle. Et donc, nous serons une municipalité attentive et favorable au développement économique. On a absolument besoin de développer l'emploi dans notre commune. Pour parler commerce, est-ce que vous êtes pour du petit commerce, pour de la grande distribution, sachant que Rive-de-Gier, vous avez à côté de chez vous, j'allais dire, Givors, où il y a beaucoup déjà de grandes surfaces. Comment on vit ça aussi? Parce que les
les ripagériens, je sais qu'ils vont plus du côté de Lyon, moins du côté de Saint-Étienne. Mais dans votre ville, comment on fait entre le grand commerce, la grande distribution, et le petit commerce pour qu'il y ait, allez, entre guillemets encore une fois, mais une cohabitation? On a besoin sans doute des deux. Je ne crois pas qu'il faille forcément opposer, mais on a besoin de protéger nos petits commerçants et de valoriser leur offre, de valoriser leur travail, leurs services. Est-ce qu'on en fait assez de ce point de vue? Donc, il faut prendre des initiatives. Il y en a qui sont en cours d'être réalisées, tant mieux, mais c'est un petit peu tardif et poussif. Alors, ce dont on a besoin, c'est encore une fois de remettre ce plaisir d'être dans le centre-ville, de redécouvrir la richesse du service qui est apporté. Vous savez, quand le commerçant se décarcasse pour vous, ça vaut peut-être le coup de payer 1 euro ou 2, 10 euros de plus chez ce petit commerçant local, plutôt que de prendre sa voiture, d'aller sur la zone commerciale la plus loin, etc. Il vaut peut-être mieux avoir le service, d'être certain d'être avec le sourire, l'accueil, et puis effectivement le conseil, le service qui va vous être rendu localement. Vous gagnez du temps, vous gagnez en qualité. Et je crois qu'il faut faire réfléchir aussi sur la qualité, parce que la qualité, elle permet aussi de l'économie. On pense toujours au prix. Je comprends, les salaires ne sont pas toujours élevés, les difficultés de vie sont là. Mais derrière le prix, il y a la qualité de l'objet, il y a la qualité du service. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Il faut aussi prendre en compte dans le prix. Est-ce que les gens que vous rencontrez pendant la campagne, ils vous en parlent justement, ils vous disent de ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils souhaiteraient? Oui, alors c'est sur beaucoup, ça a été sur l'alimentation et la prise en compte du besoin d'une alimentation de meilleure qualité, de proximité. Donc ça a été effectivement très très fort. Et puis bon, après, pendant le confinement, évidemment, les gens étaient d'abord préoccupés de leur propre situation, de leur vie de famille, et ça a été quelque chose d'assez fort chez eux. Mais justement, une des propositions que nous formulons, que nous mettons sur la table, c'est comment, dans une situation de crise comme celle-là, une municipalité peut être encore plus efficace. D'abord, c'est être beaucoup plus à l'écoute des habitants que ne l'a été la municipalité actuelle. Mais c'est aussi de donner un cadre d'initiative pour tout le bénévolat, toute la solidarité dont on a pu voir se déployer pendant cette crise. Donc, nous proposons de créer ce qui s'appelle une réserve citoyenne. Le cadre légal réglementaire national existe. Une commune peut proposer à des bénévoles de s'engager et de venir aider quand il y a une situation de crise. C'est vrai qu'à Rive-de-Gier, on est peut-être sujet à devoir affronter des crises. Tout le monde a en mémoire les inondations de 2008. On peut être confronté aux épisodes de canicule, aux épisodes comme la crise sanitaire que nous venons de traverser, qui n'est pas finie. Donc, pourquoi pas avoir cette réserve citoyenne, des bénévoles qui, dans un cadre municipal, peuvent être sollicités, peuvent s'engager pour venir donner un coup de main en deuxième rideau, j'ai envie de dire, aux forces de secours, aux forces d'intervention qui vont, elles, gérer l'urgence dure. C'est leur métier. Mais derrière, il faut quelquefois accompagner des gens, porter des secours, porter des courses, porter des commissions, faire attention, prendre des nouvelles. Et donc, avoir un cadre de mobilisation bénévole avec cette réserve citoyenne que nous proposons, ça paraît aussi une bonne réponse, un bon enseignement à tirer de la crise. Un peu comme les pompiers volontaires. Un peu comme les pompiers volontaires, mais en prenant appui effectivement sur tous les bénévoles de la ville et leur proposer d'être solidaires. Mais ça peut être en cas de crise, mais ça peut être aussi pour des missions plus ponctuelles, d'aide aux personnes âgées, sur le terrain de l'environnement, sur le terrain éducatif. Ça peut être des missions comme ça à définir, et nous voulons le construire avec la vie associative. On parle de crise, est-ce qu'il y a beaucoup de commerçants à Rive-de-Gier qui vont être vraiment en difficulté? Est-ce que vous avez des solutions pour l'avenir? Donc les solutions, c'est celles qu'on indique. C'est d'abord les aider immédiatement pour aider à passer le cap le plus difficile. Donc on veut construire des exonérations de taxes foncières pour celles et ceux qui y sont soumis. On veut travailler avec Saint-Étienne Métropole à des aides directes, comme l'ont fait d'autres collectivités territoriales. Et puis effectivement, c'est prendre soin de tout ce tissu commercial, les aider donc justement à avoir une visibilité sur l'avenir, une certitude qu'ils vont être accompagnés, qu'il va y avoir à la mairie des interlocuteurs pour suivre leurs difficultés, pour relancer une animation commerciale. Et ça fait partie de notre volonté d'animer mieux la ville, ça fait partie de notre volonté qu'à Rive-de-Gier, de nouvelles idées soient mises en place, qu'il y ait ce renouveau qui est si important. Si je ne dis pas de bêtises, le marché à Rive-de-Gier, c'est le vendredi. Le mardi, le vendredi, et puis un petit marché de producteurs le samedi matin. Est-ce qu'on peut là aussi se réinventer, encore une fois,
est-ce que au lieu que les marchés, ça soit le matin, ça puisse durer toute la journée avec d'autres animations, y ajouter des choses? Est-ce qu'on pourrait aussi pas faire évoluer? Parce que j'ai l'impression que les Français, avec cette crise, ils ont de plus en plus aller voir ces petits producteurs et ces marchés. On a envie d'aller retrouver de l'humain, retrouver de la qualité, Ouais. peut-être aussi un prix pas trop élevé non plus, mais un prix qui fasse. Parce que souvent dans le prix, on voit bien qu'on fait travailler les Espagnols, c'est de l'Europe, c'est bien, mais ça serait pas mal qu'on fasse travailler son voisin qui est au chômage, quoi. Bien sûr. Alors, on a quand même deux marchés hebdomadaires importants, hein, le mardi et le vendredi. Le samedi, c'est un petit marché de petits producteurs avec justement peut-être des produits de meilleure qualité, en tout cas d'une gamme plus développée. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que notre marché, il a quand même baissé le mardi et le vendredi. C'est pas toujours aussi développé, aussi animé et avec des commerces qui ont peut-être plus de difficultés à proposer des produits de meilleure qualité. Donc, il faut soutenir cette offre commerçante. Et justement, une des manières de faire, c'est peut-être aussi de remettre de l'animation. On l'a fait, nous, dans le cadre de la campagne, tout simplement, avec un ami accordéoniste pour mettre un peu de baume au cœur, mettre un peu de musique de temps en temps entre les allées des marchés, mais mettre effectivement un peu d'animation, avoir vraiment ce plaisir de se retrouver, d'échanger, de se connaître, avoir une ville beaucoup plus apaisée, beaucoup plus humaine. C'est ça qui va aussi redonner du peps à nos marchés. C'est pas aussi un lieu où on a le temps, justement, les gens ont plus le temps de prendre la parole et d'écouter, où on peut expliquer les choses, et notamment en politique, expliquer ce qu'on veut faire, expliquer ce qu'on est en train de faire, expliquer C'est un lieu ce qu'on merveilleux, va faire. le marché. Hein. Alors pourquoi entre deux marchands de fromage, il n'y aurait pas un stand de la mairie qui dirait, voilà, sur tel projet, on va faire ça? On veut développer l'information auprès des habitants. Parce que c'est bien beau Facebook, mais je me rends compte que les aînés, quand même, ils ont beaucoup de mal, et ils y vont pas tellement souvent sur les réseaux. Oui, il faut utiliser les réseaux sociaux. Ce serait dommage de ne pas utiliser ces outils, parce que vous avez des gens qui travaillent sur Lyon, sur Saint-Etienne, qui n'ont pas le temps, qui sont dans les trains, qui ont la vie de famille, la vie professionnelle. Donc, ils ont quelquefois 20 minutes, une demi-heure dans le train avec le smartphone. Ils peuvent s'informer de cette manière-là. Mais la vie est de plus en plus éclatée, entre guillemets. Chacun a son parcours de vie. Et donc, il faut pouvoir rejoindre chacun dans son parcours de vie pour faire la ville ensemble. Et effectivement, le marché est un bon endroit pour faire passer de l'information de manière humaine, avec de la présence. Donc c'est vrai les mardis et les vendredis, ça doit être vrai aussi les samedis matins où les classes Et moyennes... vous me parlez du mardi et du vendredi. Et bien tous les gens qui travaillent le mardi et le vendredi, ils ne sont pas disponibles. C'est pour ça. Donc pourquoi pas le dimanche? Pourquoi pas le samedi? Pourquoi pas le soir? Pourquoi à 19h, on n'a pas un marché où les gens pourraient venir, allez, tiens, prendre un petit verre et puis acheter quelques fromages et quelque chose? Vous voyez, quand je parle de réinventer, Alors, c'est de changer carrément la formule. on a des choses déjà comme ça le samedi matin. On a ce petit marché de producteurs. Voilà. Et puis, effectivement, prendre des initiatives. Alors ça, on veut le faire avec l'Union des commerçants, parce que le marché, c'est important, mais il doit aussi servir, ce marché, de locomotive pour les commerçants sédentaires, pour ceux qui ont la charge d'un magasin tout au long de l'année. Et donc, effectivement, à trouver ce plaisir d'être un peu plus tard en ville, dans une bonne ambiance, dans une bonne atmosphère. Ça permet de se connaître en plus. Et ça permet de on se découvre connaître. son voisin. C'est ça. Et puis faire appel à la créativité des ripagériens, parce que je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui ont des idées, qui ont des propositions dans ce sens-là. Vous savez, on veut créer par exemple un festival musical avec les jeunes. On n'a pas d'idée préconçue de ce que ça doit être, mais on veut justement prendre beaucoup de nouvelles initiatives. On a besoin de ce renouveau dans notre commune. Donner un nouvel élan. Donner un nouvel élan à la vie. Alors il y a un sujet, il y a le commerce, il y a l'emploi, mais il y a un sujet qui revient tout le temps dans les discussions, c'est la sécurité. Oui. Et là, quelles sont les solutions à Rive-de-Gier? Quel est le projet de sécurité pour l'équipe de Vincent Bonny? On a une situation difficile. Parce qu'il y a eu ce départ du commissaire de la police nationale. Et ça, c'est une faute impardonnable de la part du maire sortant de n'avoir rien fait pour tenter d'en empêcher le funeste départ. Et depuis, chacun fait le constat d'une situation qui est plus difficile. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est lié à l'État, ça? C'est une décision de l'État. Comment on fait pour freiner ou pour refaire revenir justement un commissariat? C'est quand même pas compliqué de regarder comment dans la vallée de Londaine, les maires, toute obédience politique confondue, et c'est vrai que dans la vallée de Londaine, ils savent aussi se chiffonner entre eux. Mais ils ont été, et ils sont tous unis, les maires de la vallée de Londaine, pour défendre d'une part le commissariat de police du Chambon-Faugerolles, et de l'autre, maintenant, d'obtenir des effectifs nouveaux pour le commissariat de police de Firmilly. Bon. Et nous, dans la vallée du Gier, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Et le maire de Rive-de-Gier, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. On a voté une motion au conseil municipal. Ah, la belle affaire. C'est ça qui allait faire changer les choses. Pourtant, Jean-Claude Charmin a participé à l'élection du gouvernement. Il a soutenu la députée de La République En Marche dans la circonscription. Donc, il avait accès libre au cabinet du ministre de l'Intérieur.
pourquoi il n'a pas frappé à sa porte? Pourquoi il n'a pas été dire et expliquer la réalité de notre situation au cabinet? Moi qui ai travaillé dans un cabinet ministériel, je peux vous dire que c'est le boulot des conseillers ministériels que de recevoir les élus locaux et d'informer leurs ministres de situation et de trouver des solutions. Pourquoi on ne l'a pas fait? Nous avons, nous, fait signer une pétition, 1200 ripagériens aussi, on l'a remis au préfet de la Loire. Voilà. Mais c'est au maire à prendre son bâton de pèlerin et à dire, attention, c'est une mauvaise décision, attention, ça ne va pas. Plutôt qu'à former de la situation, laisser faire, et puis derrière, essayer de courir avec des coups de menton de temps en temps, etc. Donc d'abord, c'est une faute impardonnable d'avoir laissé partir le commissariat de police nationale. Et nous voulons reprendre le dialogue avec l'État, dans un respect mutuel, pour faire valoir notre situation, pour faire valoir nos droits, à être assurés d'une sécurité par l'État, parce que la sécurité, c'est d'abord une compétence régalienne. Donc, il faut reprendre langue avec le préfet, avec le ministre de l'Intérieur, pour obtenir un retour du commissariat de police nationale. Si ce n'est pas dans l'immédiat, au moins que dans l'immédiat, il y ait des effectifs supplémentaires et notamment des effectifs de commandement dédiés à Rive de Gier, à la compréhension du territoire. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de mettre des patrouilles et du bleu, entre guillemets, il faut aussi du commandement. Il faut aussi des gens qui savent comprendre le territoire, qui savent des cadres policiers de terrain. Des cadres policiers de terrain qui savent mener cette affaire et qui savent intervenir à bon escient. Et puis, nous avons une police municipale à 12 personnes qui aujourd'hui n'est pas orientée correctement. Je le regrette, on a besoin que ce service de police municipale intervienne de manière efficace sur les tapages, sur les nuisances, mais sache aussi créer du dialogue et sache ramener de la sérénité. Parce que intervenir pour que les choses dérapent, ça ne sert à rien. C'est créer encore plus de difficultés. Donc, il ne s'agit pas d'être plus laxiste, bien au contraire. Mais il s'agit d'intervenir de manière appropriée. Et dans notre équipe, il y a Rida Guichard, qui était policier municipal à Rive de Gier. Rida, c'est un enfant de la ville, c'est un militaire de carrière, et puis ensuite, il s'est dirigé vers le métier de policier municipal. Et il est parti du service de police municipale de Rive de Gier, parce qu'il ne supportait plus les ordres qui étaient donnés à ce service-là. Il travaille aujourd'hui dans un service important de police municipale sur la région lyonnaise. Il est avec moi, à mes côtés, pour me conseiller, pour nous aider à construire cette politique de sécurité locale et réorienter nos services de police municipale. Et puis, le point très important, c'est qu'il y a besoin de prévention, il y a besoin d'accompagner la jeunesse. Nous avons des quartiers entiers où il n'y a plus d'éducateurs, où il n'y a plus d'animateurs jeunesse. Donc, on a besoin d'avoir ce travail de prévention en profondeur, de longue durée, qui n'est peut-être pas très sexy à vendre, qui n'est peut-être pas opérationnel immédiat pour ramener de la sécurité, mais qui, sur 1 an, 2 ans, 5 ans, sur une génération, fait que nous avons des jeunes qui trouvent leur place dans la société, ou quand ils ont des difficultés, des problèmes, ils ne s'en prennent pas à la société, ils ne s'en prennent pas à leurs voisins, et ils ont des interlocuteurs pour essayer d'avancer. Donc, pas de laxisme, mais du dialogue, de l'écoute, de la prise en charge des difficultés. Et puis, c'est aussi ça qui permet d'être aussi très sévère dans la répression. C'est de montrer à tout le monde que chacun a sa chance, chacun doit pouvoir s'exprimer et avoir sa place dans la société, mais il faut respecter la société. Donc, les deux doivent être menés de pair. Il ne faut pas laisser d'un côté la répression, il ne faut pas laisser d'un autre côté la prévention. Donc, nous mènerons la politique de sécurité de Rive de Gier avec ces deux jambes, avec la police nationale qui doit retrouver toute sa place à Rive de Gier, avec notre service de police municipale et aussi ce travail de prévention, d'éducation avec les familles qui peuvent être en difficulté, mais sans angélisme du tout. Ça veut dire qu'il va sûrement y avoir des emplois à créer, mais ça veut dire également qu'il va falloir des budgets. Et ces budgets, on va les prendre, comment on va équilibrer d'un côté, prendre de l'autre, on va demander des subventions. Comment ça se passe là, déjà, si on améliore la qualité du travail de la police municipale, vous ne dépensez pas plus d'argent et vous avez une meilleure efficacité, une meilleure efficience dans l'intervention. Sur l'animation, vous avez aujourd'hui des budgets politiques de la ville qui ne sont pas dépensés. L'État a des budgets qui, dans la Loire, ne vont pas suffisamment auprès des quartiers les plus en difficulté. Pourquoi ? Parce que nous, à Rive de Gier, nous ne nous mobilisons pas assez. Il n'y a pas de mobilisation dans l'équipe municipale sortante autour de ces enjeux sur la politique de la ville. Et donc, il y a plein de budgets qui vont dans d'autres secteurs qu'à ceux de Rive de Gier. Alors, il ne s'agit pas de dépenser plus de la part de la municipalité ripagérienne. Il s'agit d'aller chercher les budgets qui nous attendent, qui ne sont pas utilisés, pour développer des initiatives d'insertion,
de dialogue, des initiatives éducatives qui permettent justement d'avoir une plus grande cohésion et qui permettent que les jeunes ne se construisent pas en référence au modèle quartier, au modèle viriliste, au modèle délinquant, quoi. Voilà. Il faut absolument valoriser les talents qui existent dans toute notre commune et empêcher que les jeunes garçons, les jeunes filles se tournent vers ces solutions qui n'en sont pas, qui sont toujours des pièges, y compris d'abord pour eux. C'est d'abord aussi pour eux qu'il faut ce travail de prévention, parce que les premières victimes de la délinquance, c'est les délinquants, c'est ces jeunes qui prennent la voie de la délinquance. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'ils vont construire une vie de famille comme ça? Non, absolument pas. On va les retrouver à la talonnière bientôt? Non. Donc il faut absolument faire en sorte que tous les jeunes puissent se construire dans une vie normale, dans une vie où ils vont pouvoir avancer vers le travail, avancer vers leur citoyenneté, et pas en référence à ces modèles de délinquants. Les bandits, c'est encore autre chose, et les bandits doivent être complètement réprimés, hein, ça, il n'y a pas de souci. Alors, si vous êtes élu, vous allez être un élu de gauche. Vous avez un voisin à Saint-Chamond qui vient d'être élu, qui est de droite. On a parlé de Saint-Étienne Métropole qui est à droite. Est-ce que c'est difficile, quand on n'est pas du même bord, pour travailler avec ses collègues et ses administrés qui sont différents? Bon, on reçoit plein d'encouragements déjà aujourd'hui d'élus de différents bords. Bon, certains m'envoient des petits messages, voilà. Mais on a chacun nos idées de départ, c'est très bien, il ne faut pas les renier. Mais une fois qu'on est élu, on est élu de tous les habitants et on a en charge la collectivité. Donc il faut travailler avec tous les partenaires. Moi, je n'ai pas de difficulté de travailler avec Laurent Wauquiez, président de région. Je n'ai pas de difficulté de travailler avec Georges Ziegler, président du conseil général. Je n'aurai pas de difficulté de travailler demain avec le nouveau président de Saint-Étienne Métropole, ou si c'est le même, avec effectivement Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, et puis avec Hervé, le maire de Saint-Chamond, bien sûr, pas de souci, on se connaît déjà. Je pense que une appréciation positive l'un de l'autre du travail que chacun conduit. On n'a pas forcément les mêmes idées, mais on est en charge des deux collectivités. Nous serons peut-être en charge demain des deux collectivités les plus importantes de la vallée du Gier. Et donc, il faudra effectivement travailler ensemble. Nous avons un syndicat intercommunal de la vallée du Gier, le syndicat intercommunal des Pays du Gier. Et je crois que ces coopérations intercommunales sont source de richesse pour l'ensemble de nos communes. Donc, il faudra travailler ensemble. Et moi, j'ai hâte d'y être, mais c'est aux Ripageuriens de décider de quelle orientation leur ville va prendre. Le fait d'être entre Saint-Étienne et Lyon, est-ce que c'est un avantage ou c'est un désavantage? On ne sait pas bien à qui on appartient, si on est plus stéphanois, si on est plus lyonnais. On est complètement stéphanois. Là, vous parlez de foot, là. Je ne parle pas simplement du foot. C'est vrai pour le foot, même si on a maintenant des familles issues de la région lyonnaise qui ont trouvé à s'installer sur Rive-de-Gier. Et je vois avec les copains de mes enfants que ça se chamaille un peu sur le foot, mais comme on aime bien le faire, moi j'ai des amis lyonnais et on aime bien effectivement autour du foot de pouvoir un peu comme ça se chipoter un peu. C'est sympa, cet esprit derby. C'est humain. C'est humain, tant que ça reste évidemment dans la convivialité. Non, on fait partie intégrante de Saint-Étienne Métropole. On est la porte d'entrée dans la Loire et dans Saint-Étienne Métropole. Et en même temps, effectivement, beaucoup de Ripageuriens ont à travailler sur la région lyonnaise, ont à étudier sur la région lyonnaise. Pour leurs loisirs, peuvent y aller. C'est une richesse pour Rive-de-Gier. Voilà, on est le trait d'union entre Lyon et Saint-Étienne. Et ben, faisons-en un point fort, un point de développement. On est une ville aussi porte d'entrée du parc du Pilat. Donc, on a finalement un positionnement géographique qui est très intéressant et qu'il faut mettre en valeur. Ça peut être effectivement un levier pour le développement de notre commune. Et justement, vous parlez de porte d'entrée, c'est la première chose qu'on voit. Est-ce que ça donne pas envie justement de réhabiliter le centre, de faire plein de choses, quoi? On a un potentiel énorme. Voilà. On a un potentiel énorme. On est une ville à la campagne. On fait 300 mètres du centre-ville et on est quasiment dans la campagne. Donc on a vraiment cette richesse-là. On a la chance d'être desservi par une gare SNCF. On est à 20 minutes du centre-ville de Lyon. Donc on a une capacité comme ça de développement. On accueille déjà, et c'est grâce à eux, au Festival BD Art et donc à cette belle association, de pouvoir développer des actions culturelles, de pouvoir accueillir des auteurs de BD chaque année de grande renommée. C'est dans l'hiver, il me semble. C'est en novembre-décembre. C'est toujours le premier week-end de décembre, oui, C'est tout à ça. fait. Ou même lors du salon des arts en automne, un peu plus tôt avec les arts ripagériens. Il y a d'autres propositions artistiques et culturelles qui se font jour. Voilà, on a la possibilité d'accueillir facilement des artistes de renom parce qu'on est bien desservi et puis qu'on a un taux d'équipement culturel
et qui est intéressant, hein, puisque avec le cinéma municipal, avec le théâtre, l'imprimerie, je crois que vous avez reçu M. Roland Comte il y a peu de temps, avec une salle des fêtes Jean d'Astec, une salle de spectacle, une salle des fêtes, avec la MJC qui est aussi un théâtre, on a vraiment un taux d'équipement culturel intéressant et on peut continuer à développer la culture dans notre commune. On va rester dans le côté politique. Déjà, est-ce que ça a été une surprise d'arriver en tête le soir je crois que c'était le 15 mars, hein. On a l'impression que c'est il y a 10 ans. C'est beaucoup de choses sont passées depuis. J'avais prédit ce soir. Ouais. Vous n'allez pas me croire, mais j'avais prédit à mon équipe la veille, on va être au-dessus de 35. Et je l'avais senti. Ouais. Je le voyais, j'avais des signes. Faisait penser que... Oui, et puis je pense que c'est un très bon résultat parce qu'il y avait 4 listes, qu'il y avait ce climat quand même un peu angoissant pour pas mal de nos électeurs. Contrairement à ce qu'on pense, nous avons aussi un électorat plus âgés. Les jeunes se sont mobilisés, ça fait chaud au cœur. Nous avons aussi des électeurs plus âgés qui, je pense, n'ont pas eu la confiance nécessaire dans la situation sanitaire pour se déplacer. Et donc, dans ces conditions de faire ce résultat-là, c'était vraiment chouette. Et puis, ça nous encourage beaucoup, hein. Moi, ce que je dis, c'est que on a réussi à ouvrir un peu la porte. Ouais. Donc, on n'aurait rien de décider de rentrer maintenant. Et on peut le dire, vous avez un peu tiré sur le maire actuel et sa gestion. Est-ce que vous n'avez pas peur de cette fusion entre M. Octroy et M. Granata? C'est une demi-fusion. Ouais. Monsieur Octroy n'a pas souhaité continuer. Donc, il laisse quelques-uns de ses candidats, pas beaucoup, je crois, rejoindre la liste de M. Granata. Bon, c'est leur responsabilité, mais j'ai plutôt le sentiment que c'est la poursuite des bisbilles, des divisions de la droite municipale, puisque vous avez des adjoints qui sont pas, d'anciens adjoints de M. Charmin qui sont pas. Bref, tout ça, c'est un peu des divisions. Alors que nous sommes sur une démarche de rassemblement, de renouveau. Nous avons réussi à fédérer très largement au-delà de notre propre camp dès le premier tour, et nous allons maintenant continuer. Je vous annonce qu'il y aura une initiative qui va être lancée et rendue publique ce week-end autour de la jeunesse, qui nous fait extrêmement chaud au cœur, et d'autres témoignages de personnalités de la ville qui vont exprimer maintenant leur point de vue et qui vont dire voilà, l'enjeu, c'est pas un enjeu d'étiquette, c'est pas un enjeu de parti. L'enjeu, c'est Rive-de-Gier. L'enjeu, c'est la ville. Est-ce que la ville commence une nouvelle histoire? Est-ce qu'il y a du renouveau? Est-ce qu'il y a une nouvelle équipe municipale? Est-ce qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive pour justement développer tous ces potentiels dans notre commune? Ou est-ce qu'on continue avec ces divisions, ce délaissement, cette difficulté dans le centre-ville? Donc voilà, bonne chance à tous les candidats, mais nous sommes assez optimistes et confiants, et nous disons aux Ripagériens, vous pouvez vous rassembler avec notre liste de rassemblement. Je vous sens très enthousiaste, hein, et puis c'est normal. Est-ce que vous serez déçu au soir du deuxième tour si vous n'arrivez pas en tête? Ça sera le choix des Ripagériens. Voilà, c'est à eux. Ça voudrait dire que vous avez mal fait votre campagne, vous vous êtes mal expliqué, ou alors c'est que on n'y arrive pas? Non, ce sera le choix des Ripagériens. Il faut être très humble dans les élections. J'ai pris justement assez d'expérience maintenant pour savoir que ce sont toujours les électeurs qui ont raison. Ce sont les électeurs qui feront la décision, et il faudra respecter leur décision. Après, il y aura 6 ans pour que les uns et les autres, ceux qui n'auront pas été retenus, s'expriment, essayent de faire valoir leurs idées. Mais les Ripagériens auront raison, quoi qu'il se passe. Et tout le monde devra l'entendre. Moi, le premier, bien sûr. Et ce que je souhaite, c'est évidemment qu'on puisse être en situation de mettre en œuvre ces idées nouvelles, ces propositions pour un Rive-de-Gier plus solidaire, plus dynamique, plus tourné vers l'écologie. Et c'est aux électeurs de venir faire la décision. Nous, on a ouvert la porte du conseil municipal avec ce premier tour, et c'est maintenant aux Ripagériens de décider d'entrer dans l'hôtel de ville et de renouveler complètement les choses. Nous, on sera simplement que les outils que les Ripagériens décideront de se donner s'ils décident effectivement de ce renouveau. Vous parlez des Ripagériens. Est-ce que ça vous gêne pas toute cette abstention aussi? Malheureusement. Est-ce que finalement, quand un maire a été élu au premier tour avec si peu de voix, est-ce qu'il est vraiment légitime? Oui, parce que les électeurs ont raison. Oui, mais les électeurs, si c'est 20 habitants sur 1000, ça fait bizarre quand même. Oui, mais la démocratie nécessite que les citoyens s'emparent du débat. N'importe quel citoyen peut constituer une liste. N'importe quel citoyen peut proposer ses idées et dans un village, dans une commune de taille plus importante, peut proposer ses idées, peut proposer sa candidature. Donc à partir de là, c'est la démocratie. La démocratie, c'est la liberté de choix, mais c'est aussi l'esprit de responsabilité.
Donc, si on est très attentif et très attaché à la démocratie comme nous le sommes, il faut effectivement avoir cet esprit de responsabilité. Et donc, moi, j'invite les ripagériens à se déplacer. Je comprends que pour le premier tour, il y a eu peut-être des craintes liées à la crise sanitaire, bien évidemment. Pour le deuxième tour, vous savez, les conditions sanitaires elles seront drastiques, elles vont être très rigoureuses. Et nos équipes bénévoles seront aussi dans les bureaux de vote pour s'assurer de cette rigueur. Donc, il y aura de la distance entre chacun, il y aura des masques de protection, il y aura du gel, et il y aura une possibilité absolument que les choses se passent dans la clarté, dans la transparence, dans le calme, et que chacun puisse venir s'exprimer. Ça, c'est très important, que le maximum de ripagéens décide de venir s'exprimer et décide de prendre l'avenir de la commune dans ses mains. Avec son bulletin de vote, c'est un geste une fois tous les 6 ans, mais qui va avoir beaucoup de conséquences. Techniquement, si vous êtes élu le 28, comment ça se passe après? Il y a un vote après du maire. C'est le conseil municipal qui se réunit entre le vendredi et le dimanche suivant. Donc dans la semaine suivante. Dans la semaine suivante, qui élit le maire, qui élit les adjoints, qui organise le travail du conseil municipal. Les électeurs décident de la liste qui gagne, et la liste qui gagne, celle qui a le plus grand nombre de sièges au sein du conseil municipal, ensuite élit le maire. Et moi, je souhaite que si nous avons cette responsabilité, qu'aussitôt passé l'élection, on puisse être vraiment dans le rassemblement et dans le travail, parce qu'il y a beaucoup de défis et beaucoup d'enjeux à Rive-de-Gier, et il faudra être rapidement dans le travail. On attend avec humilité le verdict des électeurs, mais on se prépare aussi, en cas de responsabilité, de pouvoir effectivement être au travail immédiatement. On maîtrise les dossiers, on maîtrise les sujets, on les connaît bien, et déjà on a des échanges avec les équipes en place, les équipes des services municipaux en place. On est aussi dans une forme de complicité quelque part avec les agents de la commune qu'on connaît bien, et on sera au travail tout de suite avec la vie associative, avec les forces vives économiques pour effectivement faire en sorte que Rive-de-Gier redémarre. Question toute bête, quelle sera votre première décision si vous êtes élu maire? Première décision, alors ça, j'aurais dû me préparer à la question un peu piège comme cela. Non, vous me connaissez, j'ai toujours une question qui sort de nulle part. Non, mais la décision, en tout cas la plus structurante à prendre, puisqu'elle n'a pas été prise depuis le début de l'année, c'est de faire adopter le budget primitif 2020. Malgré ce que nous avions dit en novembre-décembre 2019 et même en janvier et février 2020 à l'équipe municipale en place, nous aurions souhaité que le budget primitif soit déjà voté avant les élections. Il ne l'a pas été. Et avec la crise sanitaire, avec l'absence de réunion du conseil municipal, on n'a pas adopté de budget primitif. Ça génère beaucoup de difficultés dans le fonctionnement des services, dans la vie associative. Donc, l'une des premières choses très importantes à faire, c'est de voter le budget primitif 2020, de manière à justement pouvoir soutenir l'activité économique, à pouvoir soutenir la vie associative, et à faire en sorte que nos services municipaux aient tous les moyens pour fonctionner. Si Vincent Bonny devient le maire de Rive-de-Gier, est-ce qu'il aura d'autres ambitions politiques? C'est-à-dire, est-ce qu'il voudrait être conseiller départemental, conseiller régional, sénateur, député? Est-ce qu'il y a des choses? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent maires et puis qu'après, qui prennent des ailes. Donc, est-ce qu'il y a des choses comme ça dans la tête qui trottinent? Ou alors, vous allez être un maire à 100% ripagérien? Vu l'enjeu, il faut être maire à 100%. Vu tous les enjeux, tous les défis qu'il y a à porter, il faut être le maire de Rive-de-Gier à 100%. Il faut prendre toute sa place à Saint-Étienne Métropole, il faut défendre la commune à Saint-Étienne Métropole et puis participer. Pas simplement défendre nos dossiers, il faut défendre nos dossiers, bien sûr, les porter, les faire partager, mais il faut aussi prendre sa part de responsabilité dans notre territoire métropolitain. Moi, je crois que cette responsabilité, elle est aussi nécessaire à prendre. Dans quelles conditions, dans quelle situation, nous verrons bien. Je ne suis pas là-dedans, mais je sais qu'évidemment, nous siégerons au Conseil métropolitain et nous prendrons notre part de responsabilité dans l'animation du territoire métropolitain. L'enjeu autour, par exemple, de l'agriculture de proximité, c'est typiquement un enjeu métropolitain. Donc, il faudra pouvoir le mener en bonne intelligence avec l'ensemble des collègues élus. Nous connaissons bien, puisque nous avons été élus. Enfin, j'ai pu siéger à Saint-Étienne Métropole pendant 3 années dans le précédent mandat. Donc, je connais bien les élus en place dans le bassin stéphanois, les services, le fonctionnement. Et voilà, on va pouvoir avancer rapidement dès que l'élection, si nous sommes en situation de le faire, sera passée. Pour finir cette émission, je voulais qu'on revienne un peu sur le côté de votre engagement, c'est-à-dire le côté communiste. Est-ce que Vincent Bonny est toujours communiste? Et en 2020, c'est quoi être communiste? Moi, je suis toujours le même. Hein. Je suis fidèle à mes valeurs d'engagement solidaire, démocratique, pacifiste et écologiste. Parce qu'aujourd'hui, oui, imaginer un monde plus libre, un monde plus solidaire, c'est imaginer un monde où l'homme vit en symbiose avec l'environnement. Je
crois que cette mutation-là, elle est faite et elle est actée. Et puis après, cette valeur, ces engagements, ce parcours, il me permet aujourd'hui d'être plutôt un militant de ma ville qu'un militant politique. Je crois que le changement aujourd'hui, chez moi, c'est plutôt celui-là. Je me définis plutôt comme un militant de Rive-de-Gier, comme un militant de ma ville, un passionné de la solidarité dans ma commune, plutôt qu'un militant au service d'une formation politique. Je pense que les partis politiques ont besoin de se réinventer. C'est vrai qu'on s'est connus au moment où j'avais des responsabilités dans la formation politique qui m'a accueilli, mais je crois que les partis politiques ont besoin de se réinventer. Et un peu à l'image de ce qu'on fait à Rive-de-Gier, être beaucoup plus ouvert sur la vie citoyenne. Notre liste, elle a été construite à partir d'un appel citoyen et les différents partis politiques se sont mis au service de ce projet citoyen. Et je crois que c'est ça aujourd'hui l'avenir des partis politiques. Ça doit être d'être vraiment en situation d'aider à la prise de parole des citoyens, de les aider à construire des projets, plutôt qu'à chercher à diriger et à téléguider des choses. Non, je pense qu'on a besoin de ce souffle nouveau, de cet air nouveau. Et donc moi, je suis content de ces liens nouveaux tissés dans la ville, en dehors du prisme partisan, à travers ce rassemblement citoyen qu'on a pu construire. J'ai l'impression que vous avez mis beaucoup de vert finalement dans votre rouge. Oui, mais je pense que c'est absolument nécessaire et je pense que tout le monde doit le faire. Voilà. Et je regrette qu'il n'y ait pas assez de débat autour de la transition écologique. Oui. Justement, on va juste faire un petit point sur la politique nationale. Tout à l'heure, vous avez nommé la députée pour le commissariat. Là. Comment vous avez des rapports avec les députés, avec les sénateurs de la région? Comment ça se passe? On travaille aussi avec eux ou alors on leur fait remonter des projets? Comment ça se passe avec tout ce qui est élu, le tissu élu de la région? Bien sûr, il faut travailler avec l'ensemble des élus qui, dans notre République, ont des responsabilités à prendre et des messages qu'ils peuvent eux aussi relayer ou transmettre sous forme de propositions de loi. Donc on a besoin de ces liens-là. Il y a les moments des campagnes électorales, il y a les moments électoraux qui sont des moments où effectivement chacun présente un peu ses projets en fonction de ses valeurs, de ses priorités. Mais une fois les élections passées, il faut travailler avec tout le monde. Donc nous serons une municipalité qui agira, je vous l'ai dit, avec la région, même si elle est présidée par Laurent Wauquiez, j'ai pas de difficulté du tout avec ça, avec le conseil départemental, évidemment aussi dans le département de la Loire, M. Ziegler, et puis avec l'ensemble des députés, des sénateurs. Nous les connaissons, nous les côtoyons dans un certain nombre d'initiatives, et donc bien évidemment, nous aurons la possibilité d'agir avec eux. Quand on est à Rive-de-Gier, encore une fois, à la frontière entre Lyon et Saint-Étienne, on a parlé du conseil général de la Loire. Est-ce qu'on a des relations avec le conseil départemental du Rhône ou des élus du Rhône? Est-ce qu'il y a là aussi des symbioses ou alors c'est deux univers bien séparés? C'est vrai que les liens sont un peu plus distendus avec le Rhône. J'allais dire. Mais il y avait une belle initiative qui avait été prise à son époque par les trois agglomérations, celle de Lyon, celle de Saint-Étienne et celle des la Capille et les portes de l'Isère, pour justement, avec Vienne, pour essayer de travailler sur une amélioration de l'offre de transport. Parce qu'on a besoin d'interconnexion. Voilà. Si les transports s'arrêtent à la limite entre les départements, à ce moment-là, c'est un peu compliqué pour penser à la mobilité. En dehors de la SNCF, les sociétés de transport collectifs, les bus, etc., il faut pouvoir harmoniser cela. Donc on a besoin de reprendre effectivement de l'échange avec les voisins du Rhône, avec la métropole lyonnaise, puisque vous savez que la métropole lyonnaise a pris les compétences du département. Et donc avoir cette liaison-là, à la fois avec le conseil départemental du Rhône et de la Loire, avec la métropole de Lyon et la métropole stéphanoise, et puis avec les communes qui nous environnent. Il y a quelques petites communes, entre guillemets, je pense à Longe, etc., qui sont sur le Rhône, mais qui sont quand même tournées aussi vers Givors et Rive-de-Gier pour les services. Et donc, il faut travailler en bonne intelligence. C'est vrai que vous avez parlé de l'Isère, je n'avais pas fait le rapprochement, mais c'est vrai que Vienne est à 2 pas finalement. Bien sûr, oui. Quand on passe par les petites collines, là, on est tout de suite à Vienne. Et là aussi, est-ce qu'il y a des relations avec ces territoires? Pour l'instant, assez peu, mais c'est vrai que ça serait intéressant de pouvoir les développer. Là, je comprends mieux le terme de porte, parce que vous êtes vraiment une porte sur 3 départements finalement, ça, 42, 38 et 69. C'est ça, on est vraiment dans une situation géographique qui peut être très intéressante. Oui, c'est ce que je me rends compte. Si on s'ouvre aux autres, voilà. Donc il faut aussi que Rive-de-Gier s'ouvre à son environnement et à ses partenaires, des autres collectivités, des autres départements, des autres territoires, et qu'on puisse justement s'enrichir de ces relations-là et bénéficier de ce développement. On a fait à peu près le tour. Est-ce qu'on a oublié un sujet, quelque chose?
qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que vous avez à cœur de dire quelques mots? Il y a toujours beaucoup de choses à dire, mais simplement donner confiance au RIP algérien. On peut construire une nouvelle histoire à Rive de Gier, on peut bâtir ce renouveau auquel beaucoup aspirent et je les remercie pour leur témoignage de sympathie. Dans ce sens-là, je crois qu'il faut vraiment donner confiance en fait que une des manières de combattre la crise sanitaire ou économique, ça va être la participation électorale. Il ne faudrait pas qu'il y ait une crise démocratique. Donc moi, j'ai envie d'insister pour que le 28 juin, les électeurs se disent les choses sont bien organisées, on peut aller s'exprimer, on peut participer à cette élection et apporter notre contribution, quelle que soit d'ailleurs leur préférence, apporter leur contribution au changement à Rive de Gier. Il y a besoin de ce renouveau, il y a besoin de ce rassemblement, donc il faut que les RIP algériens puissent participer à cette élection. Ce sera aussi un très bon signe pour reprendre toute la vie sociale, collective dont on a besoin. Ça sera un signe d'effervescence et de développement pour notre commune. Et vous pensez que ce coronavirus, il aura changé les règles du jeu, il aura changé la façon de vivre l'avenir? J'espère déjà qu'effectivement, on va tous plus faire attention et respecter les gestes barrières un peu sur la durée. Hein. Quand il y avait des épisodes de grippe, on ne faisait pas toujours très attention les uns et les autres. Donc j'espère que tout le monde va pouvoir faire un peu attention aux autres et puis considérer qu'on a une responsabilité dans la société, une responsabilité pour soi, pour sa famille, mais aussi pour les autres. Et donc qu'on puisse développer des liens nouveaux de coopération, d'entraide entre habitants, entre voisins, et qu'on puisse effectivement essayer d'être un peu meilleur. C'est le souhait qu'on peut faire quand on traverse des épreuves, c'est qu'on en sorte les uns et les autres un peu ragaillardi, un peu plus solidaire, un peu plus attentif à nos voisins et qu'on soit de cette manière-là aussi plus fort ensemble. Demain, à votre place, il y aura un de vos adversaires, Jean-Pierre Granata. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Une question à lui poser. Ouais. Donc on y est. Quelle question? Est-ce que si c'est quelqu'un qui sera dans l'opposition ou peut-être maire, oui, est-ce qu'il y aura forcément des sujets que vous aurez en commun et des différents, bien entendu, mais est-ce que vous allez pouvoir travailler ensemble? Moi, je souhaite effectivement qu'il y ait de l'écoute. Je souhaite qu'il y ait du travail en commun. Je souhaite qu'au-delà des différences, les uns et les autres, on puisse apporter notre pierre à l'édifice pour le Rive de Gier nouveau que nous souhaitons. Donc moi, je prends acte de sa candidature, de sa liste, de ses propositions. Et puis, c'est au RIP algérien à décider. Donc, en tout cas, oui, je crois qu'il y a besoin de respect entre les candidats et qu'on ait une campagne qui soit sur les projets, sur les propositions, qui permettent au RIP algérien d'éclairer un peu la nature des enjeux auxquels nous sommes confrontés et que les RIP algériens puissent décider en toute quiétude. Donc, pas d'anathème entre nous et respect des candidatures des uns et des autres. Ça n'empêche pas de dire un peu son analyse de ce que sont les uns et les autres, mais je crois qu'il y a besoin effectivement de ce respect, de cette écoute. Je pense avoir démontré cela lors de notre campagne de premier tour et on va continuer à le faire dans la campagne de deuxième tour. Parce qu'au-delà d'élections, il faudra rassembler les RIP algériens pour affronter tous les défis. Donc il faudra de l'union au sein du conseil municipal sur les grands sujets pour avancer ensemble. J'en profite pour signaler que j'ai envoyé un petit mot à M. Charvin et j'attends sa réponse s'il veut venir également à ce micro. Vincent Bonny, merci beaucoup. Merci. On vous souhaite bonne chance, comme à tous. On est dans la démocratie, donc tout le monde... Vive le pluralisme. Voilà, et tout le monde apporte ses idées. Et puis finalement, c'est pas plus mal de mélanger les idées et puis d'avoir des projets qui amènent les territoires en avant et puis qui fassent travailler les gens et puis qu'on ait du sourire et puis qu'on ait de la convivialité. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette émission qui démarre et qui, j'espère, sera longue. On se revoit peut-être bientôt ou peut-être, on verra comment ça va se passer. Hein. Oui. On est les bienvenus à Rive de Gier, si j'ai bien compris. Vous êtes les bienvenus à Rive de Gier. Tous les médias sont les bienvenus à Rive de Gier, particulièrement vous qui avez la gentillesse de nous donner la parole aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux. On se retrouve également sur la web radio. On est diffusé tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à 19h15. Et on se retrouve demain, donc, comme je l'ai dit, avec Jean-Pierre Granata. Et puis à noter aussi pour les Stéphanois, on se retrouve aussi jeudi soir avec Laurent Pinatel. On va parler sûrement d'agriculture et de vous lui passerez mon bonjour. Et d'écologie. Et on aura également Pierre Courbon vendredi pour la partie des élections stéphanoises. Merci beaucoup et à demain. Rendez-vous avec tout Gilles Charles, en long et en large sur Droit Citoyen. Droit Citoyen, c'est de l'information libre et citoyenne, en vous sollicitant pour recueillir votre ressenti sur une actualité qui vous ressemble. Retrouvez toutes nos actus sur notre page Facebook droitcitoyen.info ou sur www.droitcitoyen.fr.